Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Maurice Lévy. Bonjour Maurice. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un pionnier de la tech dans l'univers de la pub. Car c'est bien par la tech que tu as commencé ta carrière en tant qu'informaticien. Guidé par ta curiosité sans borne, tu découvres la pub par les ordinateurs avant d'en tomber amoureux et de devenir leader incontesté du secteur. Alors cette ascension ne s'est pas faite en un jour. Si je compte à peu près bien, tu as une carrière de près de 50 ans dans la publicité, dont 30 à la tête de Publicis, que tu as révolutionné grâce à des stratégies audacieuses, on en parlera, qui ont positionné Publicis dans le top 3 mondial des groupes de publicité, si je ne m'abuse. Tu es connu pour ton engagement inébranlable et ton éthique de travail dont, on l'espère, tu nous confieras les secrets dans l'émission. Alors aujourd'hui, tu as pris un peu, mais pas trop, de recul sur Publicis et tu te consacres à de nouvelles activités, toujours tournées autour de la tech, comme toujours, dont Vivatech en est le témoin, puisque nous sommes ici aujourd'hui sur le plus grand événement tech d'Europe, tout simplement. Alors, je réalise la chance que nous avons de te recevoir aujourd'hui dans les pionniers, surtout au vu de ton agenda ultra chargé, puisqu'évidemment Vivatech bat son plein tout autour de nous. Dans l'émission, on va explorer les grandes étapes de ton parcours, mais aussi et surtout ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé et tes apprentissages sur tout ce parcours incroyable. Et on plongera dans ton univers pour essayer de se mettre à la place de Maurice Lévy. Et notre exploration sera ponctuée d'interventions et d'informations, d'illustrations de la part de Rebecca Blanc-Lelouch, notre journaliste. C'est parti, on commence avec ton parcours. Tu es né à Oujda, au Maroc, en 1942, car tes parents avaient fui l'Espagne franquiste, puis la France menacée par l'Allemagne nazie. Quels souvenirs tu gardes de tes premières années au Maroc et puis ensuite en France? C'est des souvenirs un peu compliqués dans la mesure où il y a des moments très tendres de la famille, de ce que l'on représentait, ce côté un peu chaleureux, très sud. Et en même temps, il faut bien reconnaître qu'il y avait des moments un peu durs. Et notamment, je me souviens bien de quelques instants difficiles où il y avait pas mal d'antisémitisme, y compris à l'école maternelle. Et c'était des choses un peu difficiles à vivre pour un enfant qui avait rien demandé à personne. Mais je garde quand même des souvenirs extrêmement tendres de cette période. Et j'avais aussi quelque chose de très important, c'était une maman qui était d'une générosité énorme, puisque j'ai ce qu'on appelle un frère de lait. Comme elle était généreusement dotée, elle a élevé et elle était 2 enfants en même temps qui étaient nés le même jour, moi et un autre enfant dont la mère avait des problèmes. Et donc j'ai un frère de lait, comme on dit, qui pendant 6 mois a tété le même sein que moi. Alors tu es arrivé en France quand tu avais une dizaine d'années? Oui, et puis j'ai grandi, et puis voilà. Très bien. Et la suite, bien c'est Rebecca qui va nous la raconter. Alors, vous obtenez un diplôme d'informatique et organisation à l'université du New Jersey en 1965. Puis vous commencez à travailler dans le service informatique d'une agence de pub et vous découvrez une passion pour les aspects commerciaux du métier. Un jour, votre patron vous propose de lui succéder, mais vous refusez et vous rejoignez un autre publicitaire, Marcel Bleustein-Blanchet, dirigeant une certaine agence nommée Publicis. En tant qu'ingénieur informaticien, vous prenez l'initiative d'archiver l'essentiel des données sur bande magnétique. Le 28 septembre 1972, un incendie dévastateur survient dans l'immeuble Publicis sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous parvenez alors à sauver vos archivages des flammes, ce qui a permis à l'entreprise de redémarrer immédiatement, mais aussi de vous faire inévitablement remarquer par la direction. Successivement secrétaire général puis directeur adjoint et directeur général, vous succédez au fondateur Marcel Bleustein-Blanchet en prenant la présidence du directoire. À partir de là, vous menez pour le groupe des politiques ambitieuses de développement international en le hissant au 3e rang mondial du secteur de la pub et de la com et en parvenant même à gagner le budget mondial de Coca-Cola, entre autres. Certains médias vous surnomment alors le Napoléon de la publicité.
Fidèle à votre passion pour la tech et pour la France, vous encouragez les réflexions stratégiques pour améliorer le positionnement de la France dans l'ordre technologique mondial. Puis, suite à votre rapport Lévy-Jouillet sur l'économie de l'immatériel en 2006, vous lancez en 2011 avec Nicolas Sarkozy le G8, un forum pour réunir les leaders des technologies du monde entier en complément du fameux G8, Forum économique mondial. Puis vous enchaînez avec la création de Vivatech en 2016, devenu le plus grand événement tech et start-up d'Europe. Ah, voilà. C'est un magnifique résumé. On a essayé de faire court, ça reste très très dense. Alors, à 29 ans, ton patron te propose de prendre sa place et toi, tu dis non. Tu dis non merci. Comment ça s'est passé? Enfin, je ne dis pas vraiment non merci. Il me dit, voilà, on s'est réunis vendredi, on a décidé que vous serez le futur directeur général. Et au lieu de lui dire merci, je lui demande pourquoi. Et il me dit, mais tout simplement parce qu'on pense que vous êtes le meilleur. Et je m'entends lui répondre, si je suis le meilleur à 29 ans, je ne suis pas dans la bonne agence. Et j'ai démissionné. Direct. Rebecca a mentionné le sauvetage des archives de l'incendie des locaux de Publicis en 72. Tu peux nous raconter un peu ce tour de magie? Oui, alors c'est pas vraiment des archives. C'est pas vraiment des archives. C'est des archives sur mobile. C'est la vie de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est l'informatisation de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle Publicis m'a recruté. Et il s'agissait de transformer l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise pour qu'il se repose sur les ordinateurs les plus récents et les plus up-to-date, ce qui amenait à faire des bandes magnétiques et des disques. Et effectivement, quand il y a eu l'incendie, nous étions en plein développement de tout cela et nous avions mis en place un certain nombre de mesures de sauvegarde. Et je voyais l'immeuble brûler et j'étais absolument désespéré parce que, j'avais des équipes. Oui. Et je ne savais pas si elles étaient sorties de l'immeuble. Et deux, il y avait tout le travail qu'on avait fait depuis 2 ans, qui est un travail énorme et sur lequel reposait la vie de l'entreprise. Alors là, l'immeuble est en feu. Et donc, il fallait absolument que je rentre. Tu voulais y rentrer, mais les pompiers ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Non. Je me suis même battu, j'étais même mis à terre. Et je me rappelle, c'est le général Perdu qui dirigeait les opérations et dit « virez-le ». Et ils m'ont viré. Et puis je fais le tour de l'immeuble, je tourne en rond, et il y a une espèce de commande-car ou je ne sais pas trop quoi, une espèce de jeep, et il y avait une veste en cuir et un casque. Je mets la veste en cuir, je mets le casque, le pompier qui était là me salue et je rentre dans l'immeuble. Je rentre dans l'immeuble, je découvre d'ailleurs que ce qui n'a pas été détruit par le feu a été détruit par l'eau, et je découvre un monde suffocant. Il y avait de la fumée, on ne respirait pas. Et puis, j'ai vu la désespérance du lieu et tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, on ne pourra plus rentrer. Et j'ai donc cassé une fenêtre et j'ai jeté par la fenêtre tout le matériel que je pouvais récupérer. Et c'est avec ce matériel-là qu'on a redémarré. Alors à force de côtoyer des publicitaires, tu finis par tomber dedans complètement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la pub? J'adore la pub. Ah mais non, mais c'était pas forcément écrit au début, parce qu'au début t'adorais l'informatique et l'efficacité. L'informatique est quelque chose que les gens perçoivent mal, parce qu'ils ont l'impression que c'est uniquement technique. En fait, c'est de la technique, mais c'est surtout de l'imagination. Plus tu es créatif en informatique, plus tu réussis à faire des choses. Je pense qu'à l'époque, c'est jamais que des oui et non, des 1 et 2, des 1 et 0. Et donc, pour pouvoir faire des choses, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et j'avais ça à en revendre. Donc, je passais mon temps avec les créatifs. Et effectivement, aussi bien dans l'agence précédente qu'à Publicis, j'ai fait des campagnes. J'ai géré des clients, j'ai développé des clients, j'ai gagné des clients et je passais un temps merveilleux avec les clients à inventer
les campagnes qui allaient les faire gagner. Et alors, aux alentours des années 2000, et suite au 11 septembre, la confiance dans Internet avait bien baissé. Des gens disaient que Internet, c'était une plaisanterie. Mais toi, tu arrives à convaincre ton board d'aller acheter, de faire des petites emplettes, d'aller acheter une société à 1,3 milliard de dollars qui s'appelle Digitas. Comment est-ce que tu as fait pour convaincre tout le monde d'aller investir dans le digital quand, en fait, personne ne voyait son futur là? Il y avait deux choses. D'abord, on sortait de ce qu'on appelait dot-com era. Oui. Alors, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu ça. Merci. Et la dot-com era, c'était l'époque où il y avait plein de dot-com et puis on investissait à fond perdu généralement. Et tout le monde pensait que ça allait être un truc absolument magnifique. Et puis il y a eu la bulle de dot-com era qui a explosé et tout le monde disait c'est terminé. Je vous avais bien dit, Internet ne va pas survivre, c'est terminé. Et donc on est dans ce climat-là où tout le monde considérait que fini Internet. Et ce qui se passe, comme toujours, la stratégie c'est simple, hein. Tu observes les gens. Et j'observe les gens, que ce soit dans le métro, que ce soit sur les plages, dans les cafés, ils téléphonent, ils textent. On n'avait pas encore l'iPhone, ils textent. Ils s'envoient des messages. Et je me dis, c'est pas possible. Il y avait le BlackBerry à l'époque avec les emails. Je dis, c'est pas possible. Ça va continuer et ça va se développer et ça va être l'outil principal de la vie quotidienne des gens et ça va être le média le plus important. Il faut absolument qu'on soit là et je convainc mon board sans beaucoup d'efforts parce que... Oui, parce que Publicis, ça allait très bien justement. Oui. Vous aviez fait des bonnes stratégies. Tout allait bien. On avait fait de la mondialisation notre mantra principal et on avait réussi. Et le conseil... dit sans hésiter, oui, à l'époque 1,3 milliard, dans une époque où plus personne n'investissait dans le domaine, et à l'époque où Google n'était pas encore ce que est Google et qui n'avait pas encore acheté DoubleClick. Oui, et où Facebook n'existait même pas. Enfin, exactement. C'était le tout début. Et donc, je me lance là-dedans, et c'est la transformation radicale des esprits, parce que c'est avant tout, c'est les esprits qui changent, parce que tout d'un coup, le digital est au cœur de notre dispositif. Alors justement, parlons un petit peu de Vivatech. Alors il y a eu, on l'a dit, le rapport Lévy-Jouyet en 2006, le lancement de l'IG8, et puis ensuite, eh bien la suite logique, mais beaucoup plus grande, qui est Vivatech aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Vivatech pour qu'on comprenne l'importance que ça a pris, que ce soit en termes des invités prestigieux qui viennent de la planète entière et du monde de la technologie ici, et ou des innovations que l'on trouve ici sur Vivatech? Alors, tu as parlé de mon engagement français. Dans le rapport, je disais que si on voulait que le monde s'intéresse à la France et comprenne que la France est un pays qui croit en l'entrepreneuriat et aux startups, il fallait faire un événement. Et j'avais proposé à beaucoup de gens de faire cet événement. Donc, c'était une de nos recommandations. Et j'ai proposé à plein de gens de le faire. Personne ne voulait le faire. Et en 2015, je prépare le 90e anniversaire de Publicis et il y a une collaboratrice qui me dit « Mais pour 90 ans, vous ne voulez pas faire la grande soirée à l'opéra, eh bien, financez 90 startups. » Et je dis « Pourquoi pas ?» Et on a 6500 candidats. Et je me dis « Mais ce serait génial de les réunir à Paris. » Ah voilà. Et on en parle avec Francis Morel du groupe Les Échos qui appartient au groupe LVMH. Et Francis, qui envisageait de faire un autre événement, dit « Mais joignons nos forces. » Et on a fait cet événement qui est devenu Viva Technologie. Pourquoi Viva? Parce qu'il faut célébrer. C'est la fête. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est extraordinaire. Moi, je reste émerveillé quand je vois cela. Et je suis émerveillé encore quand je vois que les plus grands noms de la tech viennent. Hier, j'ai échangé avec Eric Schmidt. Il y avait Dario qui était là,
et qui a expliqué comment il a créé Perplexity. Il y a tellement de choses qui se passent. Tout à l'heure, Elon Musk, demain les sœurs Williams, c'est juste extraordinaire. Alors c'est l'heure pour nous de passer à ton monde de tes passions. Tes passions à toi, c'est la com, la tech et l'audace. Rebecca. Et parmi vos conquêtes les plus emblématiques, Coca, évidemment. En 1995, Coca-Cola travaillait avec une agence hollywoodienne qui s'appelle Creative Artist Agency. Et vous décidez là d'envoyer un fax au directeur marketing de l'agence en lui écrivant qu'il serait vraiment fou de choisir une agence française. D'abord, pas de réponse, puis vous lui réécrivez. Toujours rien. Et au bout d'une quinzaine de jours, vous lui envoyez un nouveau courrier en lui disant cette fois qu'il n'était pas fou, mais juste pas assez courageux pour vous répondre. C'est là qu'il vous a rappelé, qu'il est ensuite venu vous voir, puis vous a confié 48 pays. C'est pas juste un coup de tête, c'est vraiment une stratégie. Quelle était ta stratégie derrière pour le groupe Publicis en allant chercher un acteur aussi grand et en voulant faire en sorte que une petite agence française, ou en tout cas une agence française, réussisse à décrocher les budgets d'une multinationale? Quelle était la stratégie? Alors, c'est une vraie stratégie, absolument, tu as raison. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que j'avais compris dès la fin des années 80 que soit on allait être une petite agence régionale, soit on allait devenir une agence mondiale, et qu'on n'avait pas le choix. Et que si on restait une agence régionale, on terminerait par être vendu ou absorbé. Et que la seule façon de nous développer, c'était de devenir mondial et de participer du concert des agences mondiales. Et c'est ainsi que nous avons approché un certain nombre de clients. Et Coca-Cola, c'est quand même, et surtout à cette époque, la marque qui pose. Oui. Si vous dites je travaille pour Coca-Cola, on dit tiens, on prête attention. Et donc je te garantis que toutes les agences du monde voulaient travailler pour Coca-Cola. On parle de mondialisation, on parle des Américains, et justement, on a une question pour toi d'un Américain très célèbre, Evan Spiegel, fondateur de Snapchat. Maurice, vous êtes un fantastique leader, toujours intéressé par la technologie. Quand vous pensez au futur dans ce domaine, qu'est-ce qui va le plus impacter notre avenir? Et encore plus important, comment faites-vous pour rester si jeune? Je ne sais pas si je suis jeune, en tous les cas je ne m'occupe pas de mon âge, je ne me suis jamais préoccupé de mon âge, j'ai eu toujours l'impression d'être plus vieux que j'étais, ce qui fait qu'à un moment donné ça se rattrape. Et donc je suis animé par la passion et je crois que le jour où je ne serai plus passionné, je deviendrai vieux. Et donc c'est ça la jeunesse. Et quant à l'autre question, moi je crois que on n'a pas fini d'inventer et on n'a pas fini d'innover et qu'il faut garder la curiosité et il faut être ouvert à toutes les innovations. L'intelligence artificielle, qui est le mot le plus galvaudé aujourd'hui, en particulier ici à Vivatech, c'est ce qui va nous permettre d'être meilleurs. Et ce qui aussi peut permettre à d'autres d'être les plus mauvais qui soient, et donc il va falloir s'en méfier. Mais l'intelligence artificielle va transformer le monde et va aider l'humain à être meilleur. Et je crois à cet aspect positif de l'apport de l'intelligence artificielle et au fait qu'il faut rêver grand. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appris, en anglais, si tu le permets, Oui. et il dit « There is no room for small dream ». Il n'y a pas de place Shimon pour les Peres. petits rêves. Et il dit, faut pas rêver petit. Faut pas rêver petit. Si tu veux réussir quelque chose, rêve grand. Au moins, c'est un peu ce qu'avait dit Einstein quand il avait dit visez la Lune et si vous la ratez, vous allez atterrir au milieu des étoiles. Eh ben, c'est la même chose. Il faut viser la Lune. C'est pour ça d'ailleurs qu'Elon Musk vise Mars. Alors curiosité, passion, viser grand, source de jeunesse et de longévité. Merci beaucoup Maurice. On passe à la séquence suivante, le Quizella.
Séquence Quizella maintenant, alors c'est quoi? C'est une série de questions assez rapides que je te pose et auxquelles il faut répondre de la manière la plus rapide possible également. T'es prêt? On va essayer. C'est parti. Ta publiciste préférée? Ah, j'en ai plein. Bon, je vais citer Dim, parce que quand même c'est historique, mais Renault, magnifique. Mais à une époque, Boursin, c'était superbe. Mais je vais citer Orange aujourd'hui, avec des développements dans un secteur extrêmement compliqué, où Orange écrase tout, avec des créativités magnifiques. La qualité que tu recherches en premier chez tes collaborateurs? Ah, le doute, La phrase qui t'exaspère le plus? l'incertitude, L'utilisation de l'IA qui te bluffe le plus? l'audace, parce que l'IA me conduit à aller beaucoup plus loin. Ta potion magique à toi, ce qui te rend plus fort? Le café, Ta baguette magique à toi pour convaincre, c'est la com, la tech ou l'audace? le sourire. Le sourire. Et ça marche. Ton plus grand rêve aujourd'hui? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais il n'y a pas de place pour ton plus grand rêve, c'est ce que tu nous as dit. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains nous écoutaient aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas avec les audiences qu'on a pour les pionniers, eh bien, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Oser, tout simplement. Oser, mais alors je vais leur dire autre chose si tu le permets. Rêver beaucoup plus grand que la France, rêver beaucoup plus grand que l'Europe, rêver l'univers. Et chaque fois que vous créez quelque chose, imaginez que vous allez le créer pour le monde entier ou tout simplement pour votre voisin, c'est la même chose. Si vous résolvez le problème de votre voisin, vous résolvez le problème de l'humanité. En parallèle de cela, évidemment, tu es un défenseur inarrêtable de la France, des valeurs françaises et de la position que l'on peut avoir dans le monde. Tu as écrit un livre, Ouvrez les yeux, qui justement est à la fois réaliste mais extrêmement optimiste, qui permet de voir la France, la France extrêmement vigoureuse, extrêmement pleine d'espoir et aussi très très réaliste. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur justement ce qui va nous pousser plus loin en tant que pays, la France, qu'on a envie de Ce qui nous pousserait rayonner. plus loin, c'est que les hommes politiques de tous bords ouvrent les yeux sur les problèmes des Français et s'intéressent aux problèmes des Français et cessent leurs querelles entre eux et cessent les querelles de chapelle ou de mener des espèces de combats qui sont des combats de clans ou politiciens. La France a besoin d'énergie, les Français sont prêts à changer, ils sont prêts à se bouger, ils ont envie de ça. Il faut que la classe politique, c'est pour ça que je dis ouvrez les yeux, la classe politique ouvre les yeux. Merci beaucoup Maurice. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie, Let It Be. Pourquoi tu as choisi cette Eh oui, parce qu'il faut que ça arrive. Intemporelle. Il faut que ça arrive. Tout arrive, le futur aussi. On est heureux et on construit ce futur tous ensemble. Merci à toi. Merci Maurice. Merci de ce moment d'amitié. Je trouve ça Exactement. très sympa. Ouais, c'est vrai que c'est une émission de télé, mais c'est une émission sympathique dans laquelle on partage nos émotions, nos apprentissages. Un immense merci. Merci à toi. Merci Maurice.